Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des inégalités de développement dans le monde dans le cadre du cours sur le développement et la démographie mondiale, des trajectoires différenciées en classe de seconde. Et donc l'idée ici c'est de voir un peu dans quelle mesure ces inégalités sont-elles de plus en plus importantes et comment elles se manifestent. Alors en fait si on veut comparer différentes situations, il faut trouver les bons critères. Donc la première question qu'on va se poser, c'est quels sont les meilleurs critères qu'on peut utiliser pour évaluer le développement des différentes régions. Le développement, c'est quoi? C'est un processus par lequel une société atteint un niveau de croissance économique qui s'accompagne d'une amélioration sociale et lui permet une plus grande satisfaction de ses besoins. Notez bien cette définition, c'est une des plus importantes du cours. Il existe de multiples indicateurs pour mesurer le développement, notamment les trois que vous avez ici, le PIB, l'IPM, l'IDH. Les définitions sont écrites, je vous laisserai les connaître, puisque ce sont les indicateurs les plus classiques, en particulier pour le PIB et l'IDH. Alors il y en a plein d'autres qui existent, mais on va essayer de se concentrer sur les quelques-uns les plus importants. Première carte, c'est le PIB, ici. Donc si vous regardez, globalement, on voit assez bien la rupture traditionnelle qu'on disait entre le Nord et les Sud, avec une Afrique qui a l'air largement très pauvre, on voit pas beaucoup de nuances ici, et des Nords plutôt riches, avec l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Asie, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont riches. Voilà, c'est très classique, très habituel, on va voir si ça se vérifie avec les autres indicateurs. Deuxième indicateur, c'est l'IDH. Déjà, on voit tout de suite que la situation de l'Afrique est bien plus variée que ce qu'on voyait avec le PIB, donc effectivement, l'indicateur PIB n'était pas suffisant, il fallait regarder au moins l'IDH à côté, et là on voit qu'il y a vraiment des dimensions très différentes, avec des pays qui sont vraiment très peu développés, et d'autres qui sont relativement développés, qu'on appellera des pays émergents. On reviendra là-dessus plus tard dans la vidéo. Finalement, si on regarde notre IPM, voici une carte du développement à l'échelle mondiale qui est un peu plus fine, un peu plus pertinente. On voit effectivement les pays développés, c'est ceux qui sont non couverts par cet indicateur finalement, parce qu'il n'y a pas assez de pauvreté, entre guillemets, pour que ça puisse apparaître. Et puis plus on va vers le bleu foncé, vous voyez, plus on a des pays qui sont pauvres dans tous les sens du terme, en tout cas qui ont des situations de vie qui sont très difficiles, très compliquées. Et on voit que les situations les plus compliquées sont en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, ce sont les pays qu'on appellera les PMA. Enfin, on peut parler rapidement de quelques variantes de l'IDH, à commencer par l'IDHI, l'indice de développement ajusté aux inégalités, qui combine à la fois le niveau de développement mais aussi le poids des inégalités pour mieux dissocier les pays émergents et les pays émergés, ce qui donne le classement que vous avez 6 contre. C'est intéressant de voir justement l'écart par rapport au niveau d'IDH. Et puis il y a aussi quelque chose qui est encore moins connu, l'IDSH, l'indicateur sexo-spécifique du développement humain, qui va intégrer, lui, les inégalités hommes-femmes. Ils sont un peu plus rarement utilisés, mais c'est intéressant aussi de savoir que ces indicateurs existent. Deuxième partie, des inégalités de développement à toutes les échelles. Maintenant qu'on a vu les critères qu'on peut utiliser pour comparer les situations, on va justement les comparer. Le développement a progressé partout dans le monde depuis les années 1980. La population vivant dans l'extrême pauvreté, autrement dit avec moins de 1,90$ par jour, a été divisée par 3 en 40 ans. On est ainsi passé de 1,98 milliard de personnes à 655 millions en 2019 qui vivaient avec moins de 1,90$ par jour. C'était encourageant, c'était bien, on était tous contents de voir cette pauvreté diminuer drastiquement depuis plusieurs décennies. Et puis, il y a eu la crise que vous connaissez bien, la crise du Covid qui est arrivée fin 2019, début 2020, et depuis, ce chiffre est reparti à la hausse. On a ainsi gagné, entre guillemets, ou plutôt perdu, je ne sais pas en quel sens il faut le dire, 100 millions de personnes supplémentaires qui sont en situation d'extrême pauvreté. Néanmoins, on peut noter que le développement progresse globalement, mais de manière très inégale, en fait, à l'échelle mondiale. Alors ici, on a une typologie du développement, alors il y a aussi d'autres catégories, de sous-catégories en tout cas qui pourraient exister, mais si pour retenir celle-ci, ce sera déjà pas mal. D'abord, on a les pays développés, les pays industrialisés, riches, qui sont plutôt en Europe, en Amérique du Nord et en Asie orientale. Viennent ensuite les pays émergents, ce sont des pays qui se sont considérablement enrichis depuis le début du XXIe siècle, mais où persistent de fortes inégalités. On y retrouve les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, les pays pétroliers, les pays à économie de rente, les pays ateliers, etc., etc. On a ensuite des pays en développement, c'est une situation intermédiaire, ils ont un IDH qui est relativement faible. On a aussi que ce sont les pays mal développés, voilà. Et puis il reste à toute fin, tout en bas de cette typologie, en tout cas, les PMA, les pays les moins avancés,
Il y en a 46 aujourd'hui sur Terre et ils sont surtout situés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Ce qui nous donne la carte de l'IDH suivante, c'est un des indicateurs, on a dit tout à l'heure, pour mesurer le développement. Voilà, donc des pays plutôt au nord géographique, l'Europe, on a dit la Russie, l'Amérique du Nord, mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande et une partie de l'Amérique du Sud qui sont des pays les plus développés. Et comme on l'a dit juste avant, une concentration des pays à l'IDH plus faible, donc les moins développés, les PMA, en Afrique subsaharienne, mais aussi encore un peu en Asie du Sud également. Une répartition du développement à l'échelle mondiale qui est à connaître, notez-le bien dans votre cours. À tous les coups, vous allez être interrogé en évaluation là-dessus. Ces inégalités de développement se retrouvent à toutes les échelles, d'abord à l'échelle régionale. Par exemple, l'Europe occidentale est plus développée que les pays d'Europe de l'Est, l'Asie orientale est plus développée que l'Asie du Sud, ou même que l'Asie centrale. Sur le continent américain, les littoraux sont plus développés que l'intérieur des terres, l'Amérique du Nord plus que l'Amérique du Sud en général. Donc c'est vraiment des inégalités qu'on retrouve à l'échelle régionale. Mais on retrouve aussi ces inégalités à l'échelle nationale. Je prends qu'un pays ici avec l'exemple de la France, mais par exemple Paris est bien plus développé que la Creuse, ça vous le savez. On pourrait prendre l'exemple aussi par exemple de la Chine, avec l'est de la Chine où on a Shanghai en particulier qui est beaucoup plus développé que la Chine occidentale. Voilà, ça marche dans la plupart des pays, les pays ne sont pas également développés à l'échelle nationale. Enfin, si on poursuit notre analyse multiscalaire, si on continue de zoomer comme ça, et qu'on va à l'échelle locale au sein des villes, même au sein des quartiers, ça pourrait marcher, vous avez des inégalités très importantes. On prend le cas ici de Sao Paulo avec une photo qui est extrêmement connue, où on a d'un côté des immeubles de luxe et à côté des bidonvilles. C'est le cas aussi à Londres où vous avez des quartiers extrêmement riches comme la City et des quartiers beaucoup plus pauvres, en particulier au sud de la ville. Voilà, on trouve ça dans toutes les métropoles mondiales. C'est ce qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale. On sépare dans l'espace les groupes sociaux en fonction de leur richesse bien souvent, mais c'est parfois aussi en fonction de leur ethnie, de leur mode de vie, etc., etc. On a donc des inégalités de développement très importantes qui ont toujours existé, qui sont en train de se résorber à l'échelle mondiale, mais qui existent toujours de façon très importante. Et aujourd'hui, on ajoute une dimension encore supplémentaire à cette question-là, avec la question du développement durable, puisqu'on exige non seulement qu'un pays se développe, mais aussi qu'il se développe dans une optique de développement durable. Alors pourquoi cette dimension est importante ? Ce qu'il faut voir, c'est que les temporalités du développement sont différentes pour chaque pays, et chacun a sa propre trajectoire. Finalement, les grands pays industrialisés, ils se sont développés à l'époque moderne et puis au début de l'époque contemporaine avec l'industrialisation. En ce qui concerne les pays du Sud, eux, ça date plutôt de la deuxième moitié du XXe siècle, quand ils se sont décolonisés, quand ils ont cherché à s'émanciper des anciennes métropoles coloniales, donc ils se sont développés en donnant la priorité soit à l'agriculture, c'est le cas de l'Inde avec la Révolution verte, ils se sont mécanisés fortement, ils ont utilisé beaucoup d'engrais et de pesticides pour pouvoir produire beaucoup et nourrir leur population en forte croissance, ou alors ils ont cherché un modèle de production plus industriel, c'est le cas de la Chine ou du Brésil, tout ça pour atteindre leur indépendance économique, mais aussi permettre l'émergence d'une économie d'exportation, pour leur permettre donc d'émerger sur la scène mondiale. Ça a eu des conséquences territoriales très importantes, dont ces pays souffrent encore aujourd'hui, puisqu'on a favorisé le développement des grands ports littoraux, on assiste du coup à l'émergence de grandes métropoles qui attirent les populations et les activités, ce qui génère un très fort exode rural et entraîne un déséquilibre territorial important que ces pays peinent encore à résorber aujourd'hui. Donc dans leur modèle de développement, ils doivent rééquilibrer le territoire, c'est une dimension très importante. Donc à l'époque, le moteur du développement, c'était la volonté de devenir indépendant économiquement, donc développer fortement et rapidement son économie. Aujourd'hui, c'est vraiment la volonté de s'intégrer dans la mondialisation, ne pas rater le train, en fait c'est ça. Et donc pour attirer les différents investisseurs, on a différentes stratégies qui sont adoptées. Certains pays se sont tournés vers une économie de rente, qui soit pétrolière ou gazière en particulier, c'est le cas notamment de la Russie et de tous les pays du Golfe Persique, au Moyen-Orient. Et d'autres sont devenus des pays ateliers, qui sont spécialisés dans la fabrication de produits manufacturés à bas coût, les vêtements par exemple, mais aussi les outils informatiques, c'est le cas notamment de l'Asie du Sud-Est. Néanmoins, ces pays émergents connaissent toujours de très importantes inégalités, et celles-ci limitent leur développement et empêchent tout développement durable, ou presque. Alors, comment est-on passé de la notion de développement à celle de développement durable, qui est quand même bien différente, on va le voir tout de suite. Le développement durable, c'est une notion récente qui est inscrite dans le rapport Brundtland de 1987, qui dit que c'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures.
Donc c'est un développement durable hein, qui marche pour aujourd'hui et qui marchera pour demain. Toute l'idée est là. Il s'appuie sur 3 piliers principaux que vous connaissez, le pilier économique, on augmente la richesse, le pilier social, on réduit les inégalités, et aussi sur une question environnementale, le pilier écologique, donc on veut aussi protéger l'environnement tout en favorisant son développement. Donc on a dit une notion récente, et puis si vous voyez, ça s'accélère un petit peu dans les années 90, puisqu'on a eu différentes réunions, différentes rencontres au sommet, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, avec les grands dirigeants des différents pays qui se sont rencontrés, qui ont pris différentes mesures pour pouvoir protéger l'environnement en particulier. Le dernier grand accord en date, c'est la COP21, ce sont les accords de Paris en 2015, où on a pris un engagement de limiter l'augmentation de la température sur Terre à plus 1,5 degré, mais vous le savez déjà, on ne tiendra pas ces engagements, notamment parce que les Américains ont quitté l'accord. Alors, il n'y a pas que Greta Thunberg, et heureusement, qui travaille en faveur du développement durable. À toutes les échelles, des politiques sont menées pour essayer de protéger un peu l'environnement et atteindre surtout un développement durable dans toutes les dimensions du développement. Donc à l'échelle mondiale, on a vu, il y a les COP, les grands sommets pour l'environnement qui sont faits chaque année. Vous avez aussi au niveau de l'ONU donc les objectifs de développement durable qui ont été définis en 2015 pour l'horizon 2030. Donc chaque année, on voit un petit peu si on a progressé ou pas sur les objectifs. Il y a 17 objectifs, dont la fin de la pauvreté et de la faim dans le monde, une éducation pour tous, notamment pour les filles, la réduction des inégalités et la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est pour l'échelle mondiale. À l'échelle régionale, on pourrait parler des politiques européennes, par exemple. À l'échelle nationale, les États aussi mettent en place des aides au développement, des assurances santé, une protection sociale plus développée, la scolarisation obligatoire, et ils contribuent aussi à renforcer leurs propres normes environnementales. Dit comme ça, on a l'impression que tout le monde s'y met, tout le monde est parti en faveur du développement durable et tout le monde s'est mis à l'écologie. Vous savez parfaitement que c'est pas le cas, loin de là. Les 3 piliers sont difficiles à concilier en général. Même les pays les plus développés sont assez frileux dans la politique environnementale. C'est le poids des lobbies en particulier qui freinent, par exemple, l'interdiction des plastiques à usage unique. Voilà, c'est lié au lobby du plastique, notamment. Et donc, économiquement, on a un petit peu du mal à avancer en faveur de l'environnement. Et puis, il y a plein d'autres facteurs qui font qu'on va avoir du mal à tenir ce développement durable. Vous avez par exemple la question des conflits. Quand il y a une guerre, forcément, l'écologie, c'est vraiment ce qui se passe bien après la protection des populations et des biens. Les migrations, la pauvreté, les inégalités, et puis la vulnérabilité face aux risques, qui plus elle est importante, plus va limiter le développement. On l'a vu par exemple avec la Covid-19, où toutes les économies mondiales se sont effondrées. Pour l'instant, la priorité, c'est reconstruire la croissance et protéger les populations. La dimension écologique, vous l'avez bien compris, elle est passée très très loin des priorités, quelles que soient les échelles. Ainsi, si l'exigence de développement durable est présente dans toutes les sociétés, il reste compliqué de se développer. La croissance démographique, même si elle serait moins importante que prévu, on devrait atteindre 8,8 milliards en 2100, finalement, d'après la dernière étude du Lancet, mais celle-ci pose encore des défis importants et ne contribue pas à la réduction des inégalités qui sont pourtant toujours présentes. Enfin, la question environnementale reste posée dans toutes les sociétés, qu'elles soient développées ou moins avancées, car le plus souvent, et on le voit très bien, c'est ce qu'on disait avec la crise sanitaire actuelle, entre l'accroissement des richesses, la réduction des inégalités sociales et la préservation de l'environnement, c'est bien cette dernière composante du développement durable qui est la première délaissée, et pourtant c'est ce qui nous menace le plus dans le futur, et donc ce serait bien d'en tenir un petit peu plus compte, mais là, ça se joue au niveau politique, et c'est pas nous qui pourrons tout faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse répondre aux petits questionnaires associés pour mes élèves, et puis à très bientôt en classe.